Bonjour à toutes et à tous. Alors, entièrement, si, je crois qu'en principe, le son et l'image doivent être à présent sur vos écrans. Je vous laisse me le confirmer. Voilà, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle session et cette 21e rencontre donc, organisée dans le cadre de ce petit cycle de conférences que nous avons voulu organiser 30 minutes pour demain. Nous, c'est Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci, dont eh bien, la plupart d'entre vous qui étiez ou êtes en train de devenir des fidèles de nos rencontres savez que nous organisons donc très régulièrement, habituellement dans nos locaux du 12e arrondissement à Paris et désormais en ligne chaque jour, des rencontres portant sur, mettons, le futur et les transformations des villes et des infrastructures, mais aussi, dans une certaine mesure, des usages qui les structurent et qui motivent les métiers qui sont ceux de ce groupe pour lequel nous travaillons, donc ce groupe Vinci. Alors, on a décidé aujourd'hui de parler de télétravail, parce que bien évidemment, le télétravail, c'est une expérience tout à fait consubstantielle de ces jours étranges que nous passons ensemble, une expérience largement partagée, mais à des degrés et avec des variantes infiniment diverses, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors certes, j'ai lu quelque part que près de 40% des Français travaillaient ou télétravaillaient en période de confinement. Pour la plupart d'entre eux, donc, il s'est agi de concevoir du jour au lendemain un cadre technique, mais aussi organisationnel, inédit, auquel ni eux, ni leurs organisations ne s'étaient formellement préparés le plus souvent. Donc, pour cette rencontre, nous avons souhaité donner la parole à Dominique Lauzet, qui est président de, alors vous allez dire comment on le prononce, mais NWOW, le think tank du travail connecté, pour commenter ce fait social majeur et tenter de comprendre ce qu'il restera dans les prochains mois et dans les prochaines années, donc c'est de cette expérience dont nous sommes nombreux à penser que nous sortirons changés durablement. Au terme, enfin, le premier petit entretien préparatoire que j'ai eu avec Dominique nous a fait dessiner un peu les choses comme ceci, c'est-à-dire que peu de doute que la tendance lourde au développement du télétravail sortira renforcée de cette expérience grandeur nature du confinement. Cependant, cette grande répétition doit avant tout nous alerter sur les conditions qu'il reste à réunir pour réussir précisément, durablement, la mise en la mise en œuvre du travail à distance. Dominique, merci de nous avoir rejoints. Je vais, comme d'habitude, vous laisser une trentaine de minutes la parole, vous laisser seul à l'écran avec les slides que vous allez nous présenter. Puis je reviendrai ici pour vous poser les questions que l'aimable assistance est invitée à saisir dans l'espace de chat attenant à cet espace vidéo. Bien, bonjour, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais je suis content de pouvoir partager ce moment avec vous. Effectivement, on a créé début 2016 avec un certain nombre de compères, un groupe de réflexion, think tank est un peu présomptueux, mais un groupe de réflexion sur les évolutions du travail qu'on avait initié notamment en se posant d'abord les questions de réorganisation des espaces de travail, de mise en place de desk sharing, de flex office, et quelle que soit la manière dont on nomme ces évolutions, et de leur interaction avec le télétravail. Donc moi, je voudrais aujourd'hui reposer avec vous un certain nombre de repères sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis, bien que ce soit éminemment compliqué pour qui que ce soit de faire des prédictions à quelques mois et à quelques années, et encore moins à quelques années évidemment, essayer de poser quelques questions à la fin de mon intervention. Alors je remercie Léonard et Vinci de m'avoir invité. J'avais déjà eu l'occasion de parler de FlexOffice in situ là-bas dans vos locaux du 12e. Et donc je suis ravi de partager avec vous ce petit moment. Alors, si j'ai bien compris, je vais disparaître de l'écran au profit de mes slides. C'est pas comme ça qu'on m'a appris à faire des présentations. On m'a appris que c'était le présentateur, la vedette et pas le PowerPoint. Ben, aujourd'hui, ce sera l'inverse. Alors, j'essaie de les mettre en place. Boum. Alors, évidemment, ça ne veut pas.
venir. Je vous demande quelques petits instants. Alors, il faut faire plusieurs fois. Ça ne veut toujours pas. Bon. Alors, j'ai un petit problème de... Pourtant, on a fait des tests tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez venir à mon secours, Mathieu? Parce que je n'arrive pas à partager. Alors, je vais recommencer. Voilà, il faut recommencer, tout simplement, et choisir la fenêtre de l'application, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Voilà, donc je pense que cette fois, c'est bon. Problème. Nous allons y arriver. On va y arriver. Voilà, vos slides sont à l'écran. Je vous laisse. Les slides sont à l'écran. Vous pouvez les mettre en plein écran. C'est parfait. Je vous laisse et je suis votre conférence avec attention. Voilà. Alors, je voulais commencer par dire ça, c'est que moi, la semaine avant Pâques, je devais partir faire une semaine de retraite dans un monastère bénédictin. Donc, j'avais choisi d'aller me confiner avec quelques personnes, coupées de mon environnement habituel. Et puis, avec ce qui nous est arrivé à tous, bien évidemment, ce projet a été annulé et donc je suis resté chez moi. Alors, j'ai un chien, mais c'est pas celui-ci, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, on est bien dans quelque chose qui pose le cadre de ce qui nous arrive, c'est-à-dire la différence entre un confinement choisi et un confinement subi. La différence entre une organisation qu'on a imaginée, envisagée, préparée, et puis quelque chose qui est arrivé soudainement sur nous. Et c'est pourquoi quand j'entends beaucoup parler de télétravail aujourd'hui à propos de ce qui nous arrive, je préfère, moi, employer le mot de confinement, non pas que nous ne soyons pas en télétravail, puisque nous sommes bien à distance de notre lieu de travail habituel, mais parce que nous sommes dans une configuration tout à fait différente de ce qui est l'environnement du télétravail tel qu'il est conçu depuis progressivement presque 25 ans que le télétravail arrive dans les organisations du travail, d'abord pour les freelances, puis pour les cadres supérieurs, puis pour les cadres, puis progressivement pour une fraction importante de la population salariée. Alors, le télétravail tel qu'on le définit la plupart du temps, d'abord c'est un choix. C'est un choix y compris au niveau légal. C'est-à-dire le télétravail, normalement, légalement, votre employeur ne peut pas vous l'imposer. Ça fait partie du droit du travail et des éléments de sa base, c'est que le contrat de travail implique la définition des horaires et la définition du lieu de travail, et que ces deux éléments font l'objet d'un accord entre les deux parties. Ensuite, on se dit que ce choix, il est gagnant-gagnant. Il fait gagner de l'autonomie aux salariés, c'est quelque chose qui revient majoritairement dans les raisons du choix du télétravail par les cadres, particulièrement. C'est quelque chose qui fait gagner des mètres carrés et qui limite l'absentéisme du côté des entreprises, du côté des employeurs. Pourquoi ça limite l'absentéisme? Eh ben parce qu'on peut arranger son temps, parce que quand on est un tout petit peu souffrant, qu'on a une petite fièvre ou un petit rhume, eh ben on travaille quand même, mais de chez soi, parce qu'on n'a pas forcément envie soit d'être davantage malade, soit de contaminer ses collègues. Dernier aspect d'ailleurs qui changera certainement dans les mois et les années qui viennent. Et puis, ça limite le commuting, ça diminue la pollution. Vous savez qu'en Île-de-France, la durée moyenne de transport, c'est 53 minutes entre le domicile et le lieu de travail, aller, hein, donc ça fait quasiment
quasiment 2 heures aller-retour. Et évidemment, lorsqu'on propose à des salariés du tertiaire de faire l'économie de ce temps considérable passé dans les transports en commun, la plupart du temps, ils sont spontanément d'accord. Et c'est ce qui aboutit à la situation actuelle où le télétravail, c'est avant tout quelque chose qui s'exerce dans le tertiaire, quelque chose qui s'exerce dans les grandes agglomérations, particulièrement dans les grands groupes. Un tiers, très exactement, 33% des télétravailleurs sont aujourd'hui situés en Île-de-France. Alors c'est un choix dont la pertinence a été éprouvée préalablement à sa mise en place. En général, on réfléchit comment on veut s'organiser, pourquoi, qui on va mettre en télétravail, dans quelles conditions, combien de jours, etc. Et ça requiert également une mobilisation de l'ensemble des parties. En général, c'est poussé par la direction générale ou par la RH ou par les deux. Et puis, ça ne peut se faire qu'avec une gestion de projet particulièrement rigoureuse, avec un accompagnement avant, pendant, après, de change management, parce qu'on ne travaille pas de la même manière chez soi qu'en présentiel, parce qu'on ne manage pas de la même manière en présentiel et en distance, parce qu'on ne manage pas de la même manière des équipes qui sont partiellement sur place et d'autres qui sont à leur domicile. Et puis, il y a des prérequis qui sont fondamentaux. C'est qu'il faut que ça puisse fonctionner. Et donc, il faut du digital to employees performant. Il faut que ce que nous sommes en train de faire, ça se fasse assez naturellement. Il faut qu'on puisse avoir accès à ses bases de données, à sa gestion documentaire. Il faut qu'on puisse se connecter avec ses collègues, etc. Ça semble aller de soi, mais il y a encore 3 semaines, je parlais avec un cadre supérieur d'un grand groupe d'aéronautique française qui me disait qu'il n'était en rien préparé en termes d'équipement des salariés, de dotation en téléphone portable, de dotation en ordinateur portable, pour avoir un passage à minimum d'un tiers de gens en télétravail. Ils y sont allés à marche forcée. Je crois que maintenant, ils sont à un tiers de télétravail sur leur siège, mais on voit qu'on est parti de loin, quand d'un autre côté, des grandes institutions, j'ai en tête quelques banques et assurances que je connais bien, ont pu quasiment du jour au lendemain, enfin pas tout à fait du jour au lendemain, ils ont dû passer un petit peu de temps à redimensionner la bande passante et les réseaux, mais enfin globalement tous les outils étaient là. Par provocation, comme on dit merci à tous ceux qui sont en première ligne, en deuxième ou en troisième ligne à peu près tous les jours. On cite assez rarement dans ces gens qui ont contribué à ce que nous soyons en situation de pouvoir continuer à travailler, les responsables réseau et les responsables d'informatique qui ont en général sué sang et eau depuis 1 mois et demi pour upgrader leur dispositif. Donc, on a du digital to employees performant, c'est obligatoire, sinon ça ne marche pas. Il y a un autre prérequis, c'est qu'on est dans un environnement de travail adéquat. Si on se souvient d'un temps qui nous semble déjà loin, eh bien, on peut se souvenir qu'on demandait aux collaborateurs qui souhaitaient faire du télétravail de valider le fait que chez eux, ils étaient dans un environnement de travail adéquat, c'est-à-dire qu'ils avaient la place pour s'isoler, qu'ils avaient la place pour avoir un écran de bonne qualité, qu'ils avaient une chaise de bonne qualité, etc. Pour tous ceux d'entre nous qui avons été ou sommes dans des grands groupes, on sait le poids de ce sont représentés les CHSCT, les CES maintenant, et si il y a eu des évolutions colossales en matière d'ergonomie des chaises, des bureaux, des écrans, etc., c'est pas un hasard. Et on se trouve aujourd'hui dans quelque chose d'assez étrange, qui est qu'on met en travail à distance, à cause du confinement, des gens sans avoir validé une seconde, qui sont dans des environnements de travail adéquats. Troisième prérequis, c'est le management à distance. Et bien, tous ceux qui manageaient
présentiel exclusif en disant qu'une journée ne peut pas commencer sans avoir une petite tape sur l'épaule, boire un café ensemble et en disant allons-y les petits gars, allons-y les filles, aujourd'hui lançons la journée, bah, ça ne passe pas pareil. Et s'ils n'ont pas appris à manager différemment, on est dans des situations difficiles. J'y reviendrai, on note déjà des cas de burn-out à la maison qui sont tout à fait significatifs et qui ne sont pas du flou. Il faut une refonte des routines parce que on fait pas du présentiel et du travail à distance de la même manière. Quand on enquille des conf calls, comme je le vois quotidiennement auprès des gens que je contacte dans les grands groupes, eh bien, on fatigue les gens, on a une perte d'efficacité, etc. Et puis enfin, il y a un consentement mutuel sur l'équilibre présence-distance. La durée moyenne de télétravail des gens qui sont en télétravail aujourd'hui, c'est 1,3 jours par semaine. Alors, le confinement, c'est évidemment tout l'inverse. Hein. Le confinement, il est imposé, sa pertinence n'est pas questionnée et les prérequis ne sont pas validés. Alors, qu'est-ce qu'on sait du télétravail avant la grève des transports et avant le Covid-19 ? On va y revenir. Alors, il y a un premier point, je voudrais commencer là-dessus. Il y a des batailles de chiffres. On voit circuler tous les chiffres les plus bizarres en ce qui concerne le télétravail en France. En fait, on a à disposition à ce jour 4 études qui se sont succédées, qui analysaient la réalité du télétravail dans notre pays. Il y a une étude de l'ANACT, qui est l'Association nationale des conditions de travail, qui remonte à 2015, qui disait que 14% des salariés du secteur privé marchand, alors marchand, c'est pas dire le commerce, c'est marchand par rapport à non marchand, c'est-à-dire business, quoi. 14% étaient en télétravail déjà en 2015, sans nous dire ce qu'ils entendaient par télétravail. Et quand on allait un petit peu plus loin dans l'étude, on voyait que ça additionnait des gens qui étaient réellement en télétravail de manière régulière, des gens qui étaient de temps en temps formalisés ou pas formalisés, etc. Les données se sont un peu améliorées avec 2 études, 2 études faites par l'IFOP pour Malakoff-Médéric, la caisse de retraite, une de décembre 2017 et l'autre de juin 2018. Et on voit que dans cette étude de l'IFOP pour Malakoff-Médéric, on a en juin 2018 et décembre 2018, je me suis trompé dans les dates. En juin 2018, 25% de salariés qui sont considérés comme des télétravailleurs et 29% en décembre 2018. Quand on creuse un petit peu de quoi ça parle, on se rend compte que c'est assez disparate et qu'en réalité, en juin 2018, on a 6%, à comparer aux 25, 6% de salariés qui disent faire du télétravail régulièrement avec une formalisation de leur télétravail. Et puis, on en a 9% en décembre 2018, donc une augmentation significative. En pourcentage, on pourrait dire que c'est 50% de plus, mais enfin, c'est que 3 points de plus. On arrive à 9% de salariés en décembre 2018 qui ont régulièrement une activité en télétravail. On a une autre étude du ministère du Travail, un peu du service économique et statistique du ministère du Travail, qui s'appelle la DARES. C'est l'étude publiée là plus récemment parce qu'elle était publiée en novembre 2019, mais elle donne des chiffres de 2017. Et celle-là, cette étude, elle fait état de 3% des salariés en télétravail. Alors 3%, 6, 9, 25, 29, c'est difficile de s'y retrouver. Les 3% du ministère du Travail parlent de salariés en télétravail au moins 1 jour par semaine. Et quand on regarde les études de Malakoff-Médéric, quand ils nous parlent de leur
6 ou 9% en télétravail régulier formalisé. Cette étude, qu'elle soit en juin, qu'elle soit en décembre, rajoute que 43% de ces personnes sont en télétravail moins d'une journée par semaine. Donc voilà, on a plutôt aux alentours d'1,8 million de personnes de salariés en télétravail avant les crises. Plutôt plébiscité, évidemment par les gens qui ont un temps de transport supérieur à la moyenne, évidemment par les gens qui sont plutôt bien installés chez eux, évidemment par les gens qui ont des contraintes horaires personnelles fortes, et puis les gens qui psychologiquement se trouvent à l'aise à être tout seuls et qui n'ont pas besoin de faire les pauses café et de parler à leurs collègues, etc. Et puis évidemment, à l'inverse, on a des réticences qui sont liées à la faible préparation du management à distance par les managers et par leurs équipes, pour la réticence de la part des personnes qui ont des vies familiales et sociales peu remplies, avec des faibles liens, pour lesquels le lien social, c'est essentiellement le travail. On l'oublie trop souvent en ce moment. On a des gens qui sont rétifs au fait que le travail rentre chez eux, le travail ne passera pas, ils cloisonnent très fermement la sphère privée et la sphère pro. Plus on va vers des tranches d'âge jeunes, plus c'est rare, mais enfin, ça existe quand même de manière non négligeable. Moi, je l'avais chiffré en 2017 à un bon 10% de la population dans les grands groupes en région parisienne. Alors, et puis on a ce questionnement sur la distanciation par rapport à l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on sait du télétravail maintenant? Alors, on a une première vision qui était faite par une étude de Microsoft après la grève des transports de décembre 2019, où plus d'un tiers des actifs ont travaillé à distance. Et là, on a plutôt des gens qui sont encore assez satisfaits. 42% d'entre eux n'avaient jamais pratiqué le télétravail avant, 50% chez les moins de 35 ans, et puis 93% des gens qui ont travaillé au moment des grèves ont dit qu'ils étaient d'accord pour continuer après les grèves. C'est une bonne nouvelle parce qu'on aurait été bien embêtés en ce moment si ça n'avait pas été le cas. Les outils technologiques ont été plébiscités. Ce dont on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est que beaucoup de gens avaient déjà dans les outils de leur entreprise des applications et des solutions qui permettaient le télétravail, mais qu'ils les connaissaient peu ou pas, qui s'en servaient peu ou pas. On le voit tous. Hein, je pense que toutes les entreprises dans lesquelles nous travaillons, les uns les autres, avec Google Meet ou Microsoft Teams, Zoom sans doute un peu moins, cet outil que je découvre aujourd'hui que je n'avais jamais vu, LifeSize et tant d'autres, mais qu'on avait assez peu d'utilisation quand on ne travaillait pas avec des sites distants ou avec l'étranger. Donc on avait, après les grèves, des gens qui étaient contents, qui étaient prêts à continuer et qui découvraient que des outils existaient, qu'ils étaient performants. Et puis maintenant, on a deux études qui ont été faites par Deskeo, par une société qui s'appelle BuzzPress, qui a fait une étude après 2 semaines de confinement et une après 5 semaines. Alors, après 2 semaines, on a le chiffre du bas, 76% qui disent qu'ils regrettent leur bureau. 70% n'avaient jamais travaillé. Parmi ces 70% qui n'avaient jamais télétravaillé, la quasi-totalité, 89%, dit qu'ils n'y avaient jamais pensé, qu'ils n'avaient pas envisagé de le faire. Et puis, 74% déclarent avoir peu de liens avec le bureau. Au bout de 2 semaines, on voit bien que c'était quand même encore difficile, pas évident à mettre en place. Et puis après 5 semaines, les choses s'améliorent un peu. 62% des gens disent qu'ils sont prêts à continuer à faire du télétravail. Bon, évidemment, c'est le transport qui est plébiscité. Cependant, 40%, un peu plus de 40% regrettent l'émulation collective du bureau, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après tout ça? C'est que, de manière générale, et avant tout ce qui nous frappe en ce moment,
Le télétravail est facultatif, il est fait sur la base du volontariat, il est plébiscité par ceux qui le pratiquent et réclamé par une majorité des autres, il se prépare, il s'organise, il y a un accompagnement du management, il nécessite un diagnostic sur la situation matérielle, voire la situation psychologique du salarié, il faut des outils et il faut un équilibre entre la présence au travail et puis la présence chez soi. Et puis maintenant, on a un choc entre des entreprises qui étaient préparées au travail à distance et celles qui ne le sont pas. On a de très nombreux salariés qui découvrent positivement les outils. On a le télétravail qui est optionnel, qui n'est pas permanent. Et puis, on a de nombreux freins qui tombent chez les managers et chez les salariés. Et puis, dans la phase d'aujourd'hui, après nos 5 semaines, on a encore une évolution qui est qu'on baptise télétravail le confinement obligatoire, qui est qu'il se fait dans des conditions que beaucoup de salariés refuseraient si on leur imposait les mêmes au travail, enfin sur leur lieu de travail. Il est permanent au lieu d'être un équilibre entre du travail à la maison et du travail au bureau. Il n'y a pas d'accompagnement, ou souvent peu. Il n'y a pas de modification des process, j'en parlais tout à l'heure, des routines et des process. Et puis on travaille davantage. 35% des salariés interrogés disent qu'ils travaillent au moins une demi-heure de plus qu'avant le confinement. C'est quand même beaucoup. Alors, il est difficile avec tout ça de tirer des leçons en comparant quelque chose qui est du registre du choisi et quelque chose qui est du registre de l'imposé, quelque chose qui est du registre de l'organisé et quelque chose qui est fait dans la précipitation. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? D'abord, il n'y aura pas de grand soir le 11 mai. Il faut être bien clair à ce sujet. J'étais en relation la semaine dernière avec des gens qui travaillent dans une grande compagnie aérienne européenne qui me disaient que pour eux, ils ne parlaient pas seulement de l'organisation des transports, des voyages, mais de l'organisation du travail. Pour eux, ils reviendraient à la normale, vraisemblablement, en janvier 2022. J'ai bien dit 2022. Vous avez tous vu dans la presse, noté que Facebook a annulé tous ses séminaires et ses événements jusque l'été 2021. Moi, j'ai été aussi en relation avec 2 groupes du tertiaire la semaine dernière qui me disaient pour l'un qu'ils allaient reprendre progressivement à partir du mois de juin une organisation du travail splittée en 2 équipes, c'est-à-dire moitié des gens en télétravail, moitié des gens au bureau, une semaine sur 2, et ce jusqu'à l'été 2021. Et l'autre groupe me disait qu'eux, ils feraient splitter en 3, avec 1/3 de présents et 2/3 en télétravail, également jusqu'à l'été 2021. Alors, qu'est-ce qui changera? Il y a des freins et des réticences qu'on ne pourra plus entendre. Les gens qui ont dit depuis des années, mon activité ne peut pas se faire en télétravail parce que c'est confidentiel, parce que je ne sais pas quoi, etc., ils ne pourront plus le dire. Quand ils auront passé 3 mois, puis 6 mois, et peut-être 9, avec des équipes en télétravail, ce sera plus possible d'avoir ce genre de remarques. On n'aura plus du télétravail limité avec cette idée souvent répandue qu'il est impératif que l'équipe soit complète au moins un jour par semaine. Ce qui veut dire que les formes d'organisation tiendront compte en permanence du télétravail. On n'aura plus de réunions organisées sans tenir compte qu'il y a 20%, 20, 25, 50% qui sont pas là. On n'aura plus de remarques du style « il faut qu'on soit sur place, nos clients ne le comprendraient pas ». On n'aura plus des remarques sur la sécurité, parce que, Dieu merci, ça aura été réglé. On n'aura plus les remarques idiotes du style « en télétravail, c'est la télé qui l'emporte, c'est pas le travail », avec cette méfiance à l'égard des collaborateurs sur qu'est-ce qu'ils font quand ils sont chez eux. Et donc, on aura quelque chose qui incitera à mieux s'organiser. Et moi, je dis donc, c'est le moment que l'on propose, nous, salariés ou nous, indépendants qui travaillons pour des groupes, c'est le moment qu'on dise aux entreprises qu'il faut vraiment passer du confinement au télétravail. Si on part pour être quelque chose
qui, le 11 mai, va continuer jusqu'à l'été 2021. On a quand même une longue période devant nous. On ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant. On ne peut plus dire qu'on est dans l'impréparation. Et donc, il faut passer à de l'organisation. Et l'organisation qui permette à ce que 60%, un peu plus, des collaborateurs qui souhaitent continuer à faire du télétravail après le confinement le fassent dans des conditions d'accord. Fonctionner autrement, notamment en termes managériaux, etc. Il y a un autre sujet qui va évoluer, ce sont les histoires de coworking, d'espaces de coworking, de tiers-lieux, de desk sharing et de flex office. Alors j'ai mis cette citation, ce n'est qu'au début du crépuscule que la mouette de Minerve prend son envol, la chouette de Minerve prend son envol, la chouette c'est le symbole de la sagesse, Minerve c'est la déesse de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que, bon, en général, on se pose les questions que quand on est en situation de pouvoir commencer à les résoudre. Donc c'est pas pour moi très très grave que les sujets n'aient pas été complètement anticipés. On se pose les questions quand elles arrivent, et quand elles arrivent, on peut commencer à y réfléchir sérieusement. Mais je voulais conclure là-dessus pour ne pas trop dépasser, même si c'est déjà un tout petit peu le cas, en disant que je pense qu'il va le plus changer, c'est la répartition entre le travail au bureau, le travail au domicile, le travail dans des tiers-lieux, l'utilisation des espaces de coworking et l'organisation des espaces de travail au bureau en desk sharing ou en flex office. Je pense que la crise sanitaire va aboutir à des comportements qui vont limiter l'utilisation des espaces de coworking partagés, en tout cas sans que l'employeur ait une vision précise et un contrôle sur l'hygiène et le respect des bonnes conditions sanitaires dans ces espaces-là. Je pense qu'on aura beaucoup de réticence de salariés à repartir dans les grands groupes où c'était déjà le cas en desk sharing ou en flex office, c'est-à-dire de partager leur environnement de travail, de partager leur clavier, de partager leurs chaises, etc., parce qu'ils auront peur d'être contaminés, en tout cas pendant un certain temps. Et puis, nous aurons une vision en termes d'organisation des espaces qui sera un peu différente. Je pense qu'il faudrait être bien naïf pour penser que des organisations qui auront fonctionné avec la moitié des espaces ou les 2/3 des espaces de travail non utilisés pendant 6 mois, 9 mois, voire 1 an, si la perspective de l'été 2021 se confirme, n'en tireront pas de conclusion sur le plan immobilier. Et donc, nous avons devant nous un chantier immense qui est non seulement celui du télétravail, mais celui de l'organisation des endroits où nous travaillons, la maison, les espaces partagés, les tiers-lieux et le bureau. Voilà ce que je voulais vous dire avant que nous passions aux questions. Merci Dominique. Voilà, vous revoilà à l'écran. Merci de cet exposé qui remet bien les idées en place et c'est, je pense, un cas presque exceptionnel dans nos conférences, nous donne tous du grain à moudre et je dirais quelques chiffres qui permettent de réfléchir aussi sur nos pratiques personnelles. Voilà, donc tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Et notamment, à titre personnel, cette impression de travailler de manière particulièrement soutenue, l'impression de faire beaucoup de réunions, ou encore les conditions opérationnelles limites dans lesquelles nous travaillons, bien évidemment, résonnent à mes propres oreilles, autant je pense qu'à celles de beaucoup des membres de l'audience. Un mot d'ailleurs sur ces réunions qui structurent, j'allais dire, le quotidien de beaucoup d'entre nous. On a pu observer ça, que les conférences calls se multipliaient. Est-ce que mon impression que ces conférences calls ou ces réunions, on en fait finalement plus, voire beaucoup plus qu'on en faisait en mode, j'allais dire, traditionnel, sur site, est fondée? Et si oui, est-ce parce que, au fond, au début d'une expérience comme celle-ci, pour laquelle on n'est pas préparé, il faut se coordonner plus, que ça demande un peu de cadre et donc un influx supplémentaire, ou est-ce que c'est durable parce que à distance sans précisément se coordonner de manière très régulière?
je vais vous faire une réponse de Normand. Hein. Il y a un peu, je suis Normand. Il y a un peu, il y a un peu des deux. Commençons par ce qui j'espère, sera la fin. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse durablement fonctionner en s'enquillant, comme j'écrivais dans le document, 8 heures de conf call les unes derrière les autres, parce qu'on est plus productif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Par nature, la conf call, elle est plus fatigante que le présentiel. Et on aboutit, en tout cas dans les grands groupes, dans ce que je constate, hein, et j'ai même mon épouse dans la pièce à côté qui est en conf call toute la journée. Donc je le constate de près. Alors qu'on sait en ergonomie du travail, en organisation du travail, on sait que les conf calls sont beaucoup plus fatigantes que le présentiel, on réussit à faire l'inverse de ce qu'on fait en présentiel. Parce que malgré tout, quand vous allez d'une réunion à une autre, même quand vous en avez beaucoup, en général, vous changez de salle de réunion, vous bougez, vous changez d'étage, vous avez le temps de papoter avec les collègues, parfois même vous avez le temps de boire un café entre deux. En fait, vous bougez. Beaucoup plus que ce qu'on fait. Alors, je crois qu'il y a un sentiment de peur au début de ce confinement qui fait qu'on a peur que l'information circule pas, on a peur qu'il manque des gens, on ne sait pas comment les choses vont être répercutées, donc on agglutine les uns et les autres dans des réunions et on fait des longs tunnels en invitant des gens dont la participation n'est pas forcément requise. Bon, j'espère. C'est à ça que là-dessus que j'essayais de conclure mon propos tout à l'heure. J'espère qu'on est à la fin de cette phase de confinement et que là, on va pouvoir dire, bon, OK, là, on était dans l'improvisation et dans l'obligatoire, on n'avait pas le temps d'y voir clair. Maintenant, si vous nous annoncez que on reviendra au bureau tous, que dans 6 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, voire dans 9 mois, organisons-nous autrement. Mettons en place des techniques de management à distance. Ne faisons pas des conf calls de plus d'une heure et demie. Ne convoquons que les participants nécessaires, etc. Et vous semble-t-il justement que ces bonnes pratiques, on commence déjà à les voir, disons, infuser dans la façon dont on s'organise et dont on travaille en entreprise, j'allais dire confinée, ou est-ce que ça devra nécessairement passer par un gros effort, je dirais, conscient et précisément de change management un peu plus structuré? Je crois que ça dépend beaucoup des habitudes de fonctionnement et de la manière dont les entreprises sont déjà organisées. Plus le management à distance est habituel et est intégré, plus ça va être facile. Quand vous êtes sur du multisite, quand vous êtes sur des équipes corporate qui travaillent à l'international, vous avez déjà l'habitude de ça. Vous n'avez pas la peur de vous demander mais qu'est-ce qu'ils font les gars de mon équipe, il faut absolument que je les ai, qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer, et donc comme vous allez vous demander ce qu'ils fabriquent, vous inventez des contacts avec eux sur abondant. Bon. Je crois que c'est à chacun d'entre nous d'être un peu responsable et sans parler de faire le gilet jaune local, de dire il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, trop c'est trop, organisons-nous autrement, de faire des propositions constructives. Je crois que la plupart des organisations y sont prêtes. Il y a des boîtes qui. On est quoi mardi? Oui, donc c'est hier. Moi, j'entendais parler d'un grand groupe. Bon, c'est une banque. Je crois que qui m'en a parlé d'autres. Oui, c'est dans un groupe de fourniture de matériel de bâtiment, hein, on va dire ça comme ça, où il y a systématiquement un appel téléphonique de quelqu'un qui n'est pas le hiérarchique auprès des collaborateurs. Alors, dans un cas, une fois par semaine, dans l'autre, une fois tous les 15 jours, pour prendre le pouls, comment ça va, etc. Ça me semble plutôt des bonnes choses. J'espère que sur la durée, pendant ce temps, on n'aura pas besoin d'appeler les gens toutes les semaines, mais à la période actuelle, ça me semble une bonne chose. On ne peut pas calquer.
Vous nous avez dit qu'au fond, une des principales, sinon motivations, en tout cas, un des principaux motifs de satisfaction pour 40%, je crois, bientôt, des salariés qui se sont convertis en quelque sorte au confinement, sinon au télétravail, une des principales motivations était celle de la réduction des temps de trajet et des temps de transport, donc entre naturellement le domicile et le travail. Ce qui est un point intéressant, qui est tout à fait cohérent avec l'expérience de, disons, la concentration de population plus importante dans les métropoles et de l'éloignement subséquent, disons, entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Cependant, il y a également donc des solutions, j'allais dire, intermédiaires que vous avez évoquées et sur lesquelles Jocelyne souhaitait revenir, qui demandait si les tiers-lieux quel pourrait être l'avenir des tiers-lieux finalement dans ce contexte-là? Est-ce qu'il ne constituerait pas un peu le meilleur des mondes entre je suis un peu plus dans un environnement où je peux rencontrer du monde à la machine à café et je suis un peu moins loin de chez moi? Alors, oui, c'est un excellent sujet. Soyons clairs, le télétravail, s'il doit être exécuté, appliqué dans de bonnes conditions, qui est celle qu'on se rappelait, il faut que ce soit confortable chez moi, il faut que j'ai une chaise à peu près ergonomique, il faut que j'ai un écran de bonne taille, il faut qu'il y ait de la lumière, j'ai pas les enfants, les chiens dans les pattes, etc. Bon, parce que c'est du télétravail, c'est pas bon. Il y a des tas de gens qui peuvent pas le faire. Alors, je ne sais pas combien on paye les jeunes embauchés chez Vinci, mais je connais beaucoup d'entreprises parisiennes ou en région parisienne où un jeune diplômé, son salaire d'embauche, il passe largement pour la moitié dans le loyer de son studio. Et donc, on a beaucoup de jeunes, on ne parlait que d'eux, qui sont soit dans des studios microscopiques, soit en coloc à 2 ou 3, qui ne sont pas des conditions optimum pour faire du télétravail. Et puis, on a des parents en solo, souvent des femmes. On a des gens qui sont dans des environnements bruyants, pas confortables, etc. Et donc, il y a un vrai risque quand on parle du télétravail. Je ne l'ai pas formulé aujourd'hui, je l'ai formulé dans d'autres conférences, c'est que le télétravail, ce soit pour les riches. Effectivement, quand vous habitez un appart de 150 mètres carrés ou une maison à Saint-Germain-en-Laye, télétravail, vous trouvez ça formidable. Si vous êtes en coloc à 3 dans 55 mètres carrés, vous trouvez ça vachement moins formidable. Et donc, qu'est-ce qu'on propose aux gens qui sont dans des situations où ils ne veulent pas faire 1 heure de transport, où on a les pouvoirs publics qui disent il ne faut pas faire 1 heure de transport. Si vous avez écouté Madame Pécresse, la présidente de la région ces derniers jours, elle martèle jour après jour, il n'est pas question qu'on revienne à 5 millions de gens quotidiennement dans les transports en commun, il faut continuer le télétravail pendant des mois et des mois pour y aller progressivement. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Et moi, je pense effectivement qu'on a naturellement le bureau. L'autre extrémité, c'est le home office chez soi, pour ceux qui peuvent, ou ceux qui peuvent une fois de temps en temps, et puis l'utilisation de tiers-lieux. Ce qui va se poser comme question, c'est quel tiers-lieu? Je pense que ce qui va beaucoup rebuter, y compris moi le premier, si on me disait d'aller travailler en tapotant sur un clavier dans un endroit que je ne connais pas, je ne sais pas quand il est nettoyé, je ne sais pas qui a tapoté sur le clavier avant, ça n'est pas forcément très enthousiaste. Mais on peut trouver d'autres tiers-lieux. Si on prend l'exemple des banques aujourd'hui, il faut remarquer que les agences bancaires, elles continuent de fonctionner dans leur activité. Mais la plupart du temps, elles sont fermées au public. C'est-à-dire qu'on a des endroits qui sont relativement nombreux, qui sont équipés en informatique, etc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui travaille chez BNP Paribas ou à la Société Générale, il ait le choix entre aller travailler chez lui, faire son heure de bureau pour aller au siège, ou aller dans une agence à 1/4 d'heure de chez lui? Je pense qu'on aura des solutions de ce type-là, parce que ça ne peut pas être autrement. Alors, après, toutes ces histoires de tiers-lieux, vous savez comme moi, on ne peut pas aller dans un café à Paris sans qu'il se soit autoproclamé espace de coworking.
Et ils sont évidemment en rien des espaces de coworking, c'est des cafés, quoi. Bon, alors, bon. Peut-être aussi des espaces qui sont plus appropriés ou adaptés aux pratiques professionnelles, mettons, de freelance ou d'indépendants, que celles précisément de gens qui travaillent dans des équipes et qui, on le disait tout à l'heure, ont, en tout cas au rythme de croisière dans lequel nous nous sommes installés ici, fréquemment donc des besoins de réunion qui sont extrêmement resserrés. Et là, il y a un vrai sujet, j'allais dire, d'aménagement et d'architecture, pas seulement de nos studios ou de nos maisons à Saint-Germain-en-Laye, mais aussi de ces espaces intermédiaires qui eux-mêmes ne sont pas tout à fait adaptés finalement à la réalité disons, du confinement ou du télétravail. Oui, et puis des questions de sécurité, de sécurité informatique, mais aussi de confidentialité. Je veux dire, Mhm, mhm, mhm. moi, j'ai beaucoup visité les espaces de coworking. Bon, quand Blue Office ou d'autres disent on a un espace de 100 positions de travail, on propose à AXA, je dis AXA, c'est n'importe qui, d'en prendre 30. La première question d'AXA, c'est qui c'est les autres? Forcément, c'est normal. Quand vous êtes freelance codeur, ben, vous tapez vos lignes de code sur votre ordinateur. Bon, à moins d'être particulièrement friand de lignes de code, personne ne va les regarder au-dessus de votre tête ce que vous faites. Mais, voilà. Il y avait une règle à un moment chez BNP Paribas, je ne sais pas si ça durait encore, qui est de dire on peut utiliser les espaces de coworking à condition qu'il y ait dedans ni concurrents, ni fournisseurs, ni clients. Ben, quand vous avez enlevé tout ça, dans une grosse boîte comme ça, dites-moi ce qui reste. Ouais. Une question de tirement sur les conditions juridiques qui pourraient donc réclamer d'être modifiées dans le code du travail. Au fond, on fait du télétravail à code du travail, j'allais dire constant. Est-ce que l'expérience de ces jours-ci suggère que de nouvelles adaptations pourraient se faire, pourraient être nécessaires? C'est un sujet très sérieux. Parce que depuis 2017, lorsqu'on fait du télétravail, le lieu dans lequel on fait du télétravail est considéré comme un lieu de travail. Je vais vous prendre deux exemples bêta, mais exprès pour rire, mais vous savez que le Code du travail interdit de manger sur sa position de travail et le Code du travail interdit d'introduire des boissons alcoolisées sur le lieu de travail. Donc j'imagine que vous n'avez pas de boissons alcoolisées chez vous. Parce que J'en ai plus. Oui, mais ça veut dire que si quelqu'un fait un burn-out et qu'il est bourré chez lui, eh ben, si on lit les textes sans prendre beaucoup de distance, l'employeur est responsable. Vous tapez sur votre conjoint cet après-midi parce que vous êtes bourré, vous êtes en télétravail, l'employeur est responsable si on est à la lettre de la lecture des ordonnances de 2017. C'est des vrais sujets quand même, parce que ces textes ont été prévus au moment où on envisageait qu'il y ait une journée par-ci par-là de télétravail, et à nouveau, que ce soit après un entretien avec le manager, est-ce que c'est bien chez toi, est-ce que tu te sens à l'aise, etc. À partir du moment où on met des milliers de gens sans concertation, je ne dis pas qu'on ne pouvait pas faire autrement, il n'y a pas de sujet, mais forcément, il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues. Forcément. Et donc, ce sera soit une évolution des textes, soit une évolution par la jurisprudence, mais il y aura évidemment évolution. Pour élargir un petit peu le sujet et peut-être pour filer en quelque sorte le lien avec notre conférence d'hier qui faisait intervenir Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, dont vous savez peut-être qu'il est un fervent partisan, disons, du développement du télétravail d'une part, mais aussi de la déconcentration de nos modèles métropolitains. Jean-Charles demandait si il vous semblait que le télétravail puisse être à terme, à long terme, à la source d'une forme d'exode urbain ou de rééquilibrage entre justement métropole et périphérie. Et est-ce qu'il existe déjà des études sur les conséquences pour le développement, disons, des territoires du télétravail? Ou peut-être, de manière plus modeste, des exemples justement de territoires qui auraient réussi, particulièrement bien réussi, sur cette forme de rééquilibrage? Alors, oui, il y a beaucoup d'articles là-dessus, il y a beaucoup
qui sont fondés sur des nombres tellement faibles que ça représente pas grand-chose. Ce que dit, j'écoutais votre conférence hier, hein, j'étais dans les spectateurs. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il manquait un élément qui est le travail, justement. Oui, les gens aspirent à aller travailler dans les villes moyennes. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il n'y a pas de boulot dans les villes moyennes. Les gens, ils viennent pas vivre en banlieue parisienne, parce qu'ils adorent ça. Hein. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un expert pour dire que les gens qui font 53 minutes de temps de transport aller et qui vivent dans une ville de banlieue surdensifiée en population préféreraient travailler dans une ville moyenne. Oui, mais ils sont là parce que le taf est là. Donc, le sujet, il est quelle partie de l'emploi peut se faire à distance. Or, cette partie-là, elle est assez faible et de manière un peu paradoxale, les gens qu'on pourrait le plus facilement nearshorer, si je peux dire, ou greenshorer à la campagne, sont les gens qui en ont le moins envie. Parce que, voilà, quand vous êtes, excusez-moi, je n'ai rien contre Saint-Germain-en-Laye, mais à nouveau, quand vous habitez votre belle maison à Saint-Germain-en-Laye et que vous êtes cadre supérieur chez Rhône-Poulenc, chez BNP Paribas ou chez Vinci, vous n'avez pas forcément envie d'aller habiter à Dreux ou à Orléans. Non. Non. Et les gens qui ont le plus envie de ça sont les gens pour lesquels l'adéquation entre l'emploi offert dans les villes moyennes et leur appétence est la plus faible. C'est ça le vrai sujet. Alors, plus, bon, on voit bien aujourd'hui, hein, tout ne se télétravaille pas. On est quand même des privilégiés. On est des privilégiés parce que les gens qui nous livrent, ils ne télétravaillent pas. Ils sont sur leur vélo. Merci pour cette remarque en forme de conclusion, puisqu'elle nous ramène précisément au territoire et à la forme des villes ou des territoires à venir. Merci à vous, donc Dominique Lauzet. Merci à tous d'avoir bien voulu prendre part à nouveau à cette rencontre. Comme d'habitude, je vous encourage à, dès la fin de la transmission, à passer un moment avec nous dans la partie networking, dans la partie gauche donc de votre écran. Un bouton vous permettra de vous retrouver dans un espace où il est possible de se rencontrer brièvement sur des sessions de 3 minutes, de pair à pair, de personne à personne, avec Dominique, s'il peut rester encore 10 minutes avec nous, mais aussi avec d'autres membres de l'audience. Donc, je vous invite à nous retrouver à cet endroit-là. Merci à tous d'avoir pris part à cette rencontre. Comme d'habitude, l'enregistrement vidéo et les conclusions donc vous seront adressées par mail, et je veillerai également à vous transmettre donc le programme des prochains jours qui se promet d'être passionnant et que je vais repartager dans un instant donc sur le chat. Merci Dominique. Merci à vous. Merci à tous et à très bientôt, et bon télétravail donc, ou bon confinement.